La production d'armes, de missiles et d'artillerie a été multipliée par 10. Celle des équipements de communication, de guerre électronique, par 12. Celle des équipements de protection individuelle, par 18. Celle des moyens de destruction et des munitions, par plus de 22. Tels sont les résultats du travail de l'industrie militaire. Bon, on est en pleine propagande, encore une fois, là, mais c'est aussi une réalité. C'est face à un tel rouleau compresseur, qu'est-ce qu'on fait? La Russie est en économie de guerre. Alors, d'abord, les chiffres sont difficilement vérifiables parce que, surtout, la Russie ne produit plus de statistiques, industrielles, de quoi que ce soit. Mais en même temps, il faut aussi reconnaître que la Russie est totalement sur un pied de guerre. 40% de son PIB et donc du budget est consacré à la production militaire. Les entreprises non militaires souffrent de manque de main-d'œuvre parce que la main-d'œuvre est soit enrôlée dans l'armée, soit travaille dans des usines militaires. D'autres usines sont converties pour arrêter de faire des pièces détachées pour des voitures, par exemple, et se retourner vers la production militaire. Donc, oui, ça continue. Et Poutine a même dit, je crois que c'était hier ou avant-hier, que les Russes seront d'accord de payer plus d'impôts pour financer l'effort de guerre. Alors, les Russes, on ne demande pas leur avis. Mais est-ce que les Russes sont gênés dans leur vie de tous les jours par cette économie de guerre? Parce que ça, on n'arrive pas à le savoir. Ils sont gênés dans l'approvisionnement de médicaments, ils sont gênés parce que les routes sont moins bien réparées, ils sont gênés parce qu'il y a une inflation quand même importante, parce qu'il y a des denrées qui sont difficiles à trouver. Mais les Russes peuvent être gênés pendant aussi longtemps que Poutine le désire. Ce ne sont pas les Russes qui vont se soulever. Le jour où de toute façon, le premier qui proteste, il finit en prison. Le jour où les élites auront vraiment mal, où l'armée en aura vraiment assez, là, on pourra peut-être se dire qu'il pourrait y avoir un affaiblissement du pouvoir de Poutine. Il n'y aura pas de révolution par le bas en Russie. Poutine pourra saigner son peuple à sang, un petit peu comme un scénario de Corée du Nord, et c'est ça qui fait très peur à certains Russes aujourd'hui. C'est ce scénario-là. Ils ne se soulèveront jusque boutiste. Ouais. Ils ne se soulèveront pas, à moins qu'il n'y ait un soulèvement, un coup de palais, comme on dit, ou bien une révolution de palais. Alors, il y a quand même un indice. Je vous fais écouter à nouveau Vladimir Poutine, qui dit quoi? Qui dit tout ça coûte quand même très, très cher. L'augmentation de notre production est le résultat du travail de nos entreprises de défense et de l'économie en général. Mais ce sur quoi je voudrais particulièrement attirer l'attention, c'est la réduction des coûts de production. Il y a encore du travail à faire ici. Pour qu'ils disent ça, quand même, c'est que ça pose problème dans l'économie russe. Il commence à avoir deux problèmes, en fait. Il y a le premier qui est sur le trésor de guerre, le fonds souverain dans lequel puise la Russie pour pouvoir financer son effort de guerre indépendamment, notamment des fluctuations de ses revenus pétroliers. Elle en a pour 1 an et demi à 2 ans, et dès sa campagne de réélection, entre guillemets, Vladimir Poutine avait commencé à parler d'abord de hausse de taxes sur les plus riches et on pourrait parler de super profit des entreprises. Il avait dit que c'était pour financer des promesses de type social, sur la natalité par exemple. On sait qu'en réalité c'est pour financer l'effort de guerre. La Russie a de la marge en réalité sur le plan fiscal. L'historien Georges Sokolov parlait de la Russie comme d'une puissance pauvre. La Russie, c'est un pays qui a toujours réussi quand même, avec des moyens inférieurs aux nôtres, à concentrer les moyens sur la puissance militaire. Elle a de la marge aussi parce que l'URSS, dont on fête d'ailleurs aujourd'hui, 34 ans jour pour jour, la disparition officielle, l'URSS mettait 20% de son produit intérieur brut dans l'effort de guerre dans ces dernières années. La Russie actuelle, c'est plutôt 6-7%. Mais est-ce que les caisses sont vides au moment où nous parlons? Elles peuvent se vider un peu plus vite si... Ils sont diminués. On a 25% de baisse des revenus pétroliers entre septembre 2025 et septembre 2024. Donc, on peut voir à quel point la Russie commence vraiment à toucher le fond sur le plan financier, mais elle a des marges de manœuvre pour augmenter l'effort de guerre. Elle peut aller encore plus loin. Elle peut aller, notamment sur le plan fiscal, encore une fois, parce qu'il ne faut pas mésestimer la capacité des Russes à descendre dans la rue. Ils l'ont fait une seule fois récemment, c'était pour les retraites et la TVA. Ah bon?
D'accord avec ça, Elisabeth Shepard-Selam? Alors, sur les Russes dans la rue, j'y crois pas une seconde aujourd'hui. Ils vont le faire, ça ne changera rien. Mais... ce qu'on doit se rappeler que c'est quand même pas une démocratie. Donc, bien sûr, il a une marge de manœuvre parce qu'il peut appuyer. C'est comme des citrons. C'est sa population déjà pour l'effort de guerre. Il peut les envoyer comme du chair à canon, mais même au niveau fiscal. Enfin, il n'a pas le même problème avec une opinion publique que même Vladimir Zelensky ou un Emmanuel Macron ou dans toute démocratie. Donc il peut les presser jusqu'au bout pour financer sa guerre. C'est bien évidemment beaucoup plus de marge de manœuvre qu'on peut avoir quand on suit des règles de la démocratie et de l'état de droit. Les Ukrainiens, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils tapent là où ça fait mal. Et où ça fait mal, eh bien, ce sont les raffineries de pétrole. Regardez ces images des frappes ukrainiennes sur une raffinerie à Rostov, nous dit-on, avec des Storm Shadow. Ce sont les missiles britanniques qui ont une portée, alors on nous dit entre 300 et 500 km. Bon, on a l'impression, Michel Goya, ils en ont peu, des missiles de cette portée-là. Et qui vont vraiment là où ça fait le plus mal, où ça pose le plus de problèmes à l'ennemi. Oui, alors c'est le Storm Shadow, comme les Scalp, ça fait partie de ces missiles à relativement courte portée, en réalité, 300, 400, 500 km. Mais ils en ont pas beaucoup déjà. Oui, mais en revanche, ils ont développé une force de frappe autonome ukrainienne qui commence à être quand même très redoutable, avec des drones missiles, des drones qui ressemblent à des missiles de croisière, comme les FP1, des drones comme des véritables missiles comme les Flamingo. Maintenant, ils ont développé leurs propres missiles balistiques. Et ils ont des missiles comme les Neptunes et les Neptunes augmentés. Donc, ils ont une véritable force de frappe qui peut maintenant taper très largement dans la profondeur russe. Et taper sur la raffinerie de pétrole, c'est ce qu'il y a de plus intelligent à faire? Ils font une campagne systémique. C'est-à-dire qu'ils concentrent les efforts sur un goulet d'étranglement, en réalité. Et c'est évidemment beaucoup plus rationnel de taper en plus sur des raffineries, sur une industrie qui est à double usage, on va dire, civil et militaire, et qui en plus, globalement, représente une source de revenus principale pour l'effort de guerre. Donc c'est intelligent de leur part. En plus, ce sont des cibles qui sont relativement vulnérables. Des raffineries, c'est difficile à protéger complètement. Vous ne pouvez pas les bétonner, vous pouvez pas les. Et donc même avec des projectiles qui ne sont pas forcément précis, même sans le renseignement américain, vous savez où se trouve une raffinerie à peu près. Vous pouvez arriver à balancer quelques centaines de kilos d'explosifs dessus et faire des dégâts. En plus, l'avantage c'est que c'est visible. Vous pouvez faire, vous avez de belles images et c'est très impressionnant. Donc ça donne. Tout ça, c'est une campagne très concrète, très intelligente. Et puis, il ne faut pas oublier que les Ukrainiens, autant sur le front, ils sont sur la défensive, leur seul moyen de porter des coups, enfin de mener l'offensive, c'est de porter des coups dans la profondeur. Et donc ça, ils montrent qu'ils sont toujours... Parce que les Russes arrosent, y compris évidemment des objectifs civils. Et surtout des objectifs civils. Les civils, eux, de leur côté, plutôt... Ils ciblent des objectifs militaires, on le rappelle jamais assez. Ou d'intérêt, ce qu'on appelle d'intérêt militaire. Mais encore une fois, c'est bon aussi pour le moral du côté ukrainien de dire, voilà, on ne se contente pas de subir, on donne des coups aussi. Voilà. Non, et surtout, très concrètement, une blague cynique qui circule en Ukraine, mais une raffinerie neutralisée, ce sont des vies sauvées. Une raffinerie de pétrole, le pétrole, les hydrocarbures, c'est le cœur, c'est l'ADN, c'est la matrice de l'appareil de la machine de guerre russe, donc celle qui tue en bout de chaîne et qui frappe les civils. Donc c'est une campagne absolue, revendiquée, coordonnée, très pensée. L'état-major d'ailleurs ukrainien communique dessus de façon tout à fait sereine et décomplexée. Il y a un projet ukrainien d'aller neutraliser toutes les raffineries de pétrole. Les derniers chiffres un peu sérieux sur les faits de ces frappes, c'était Reuters et ça remonte déjà à cet été, donc ça n'a pas dû s'arranger. C'était quand même une capacité de raffinage de la Russie qui a baissé de moins 37%. Donc c'est
en termes de stratégie militaire, je rappelle que les alliés en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale ont mené des campagnes contre les cibles de carburant nazis. Bah oui, comment fonctionne une armée? Il lui faut du carburant, il lui faut du carburant pour faire tourner ses militaires, ses armes, etc. Et surtout le revenu. C'est la rentrée d'argent principale russe. La Russie n'a pas d'autre vraiment capacité industrielle à vendre, si je puis dire, à part son pétrole. Donc aller neutraliser, perturber toute cette industrie-là, in fine, oui, ça sauve des vies et ça concerne toute l'Europe. Donc c'est une campagne absolue et qui va continuer.